On prétend que Richard Feynman aurait dit ceci: si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. En fait, cette citation est sans doute aussi fausse qu'elle est célèbre. En revanche, il est absolument certain qu'il a dit et écrit ceci en 1967. Je pense que je peux affirmer sans prendre de risque que personne ne comprend la mécanique quantique. C'était tout à fait dans son style assez provocateur, mais qu'est-ce qu'il voulait dire exactement par là? Il y a une autre citation d'un autre prix Nobel de physique qui va nous mettre sur la voie. Erwin Schrödinger, 40 ans plus tôt, avait affirmé ceci: il va de soi que cet emploi de l'espace de configuration ne doit être considéré que comme un artifice mathématique. Quand nos connaissances auront suffisamment progressé, tout redeviendra finalement compréhensible dans un espace à 3 dimensions. Alors, un siècle plus tard, est-ce que nos connaissances ont suffisamment progressé? Oui et non. Les physiciens comprennent désormais parfaitement ce qui se passe dans ce que Schrödinger appelait l'espace de configuration. En revanche, personne n'a encore trouvé le moyen de rendre ça compréhensible dans l'espace à 3 dimensions, autrement dit dans notre espace habituel. C'est même pire que ça en fait. Au début de la physique quantique, un autre physicien célèbre, Louis de Broglie, avait écrit ceci: les représentations abstraites sont des auxiliaires fort utiles, mais seules à une réalité physique, le déplacement d'éléments localisés dans l'espace au cours du temps. Quelques années plus tard, il a réalisé qu'il s'était trompé, et le débat a été définitivement tranché par une expérience décisive en 1982. Non, le monde microscopique n'est pas composé d'éléments localisés dans l'espace. Alors, est-ce que Feynman avait raison? Est-ce que la mécanique quantique est impossible à comprendre? Eh bien, tout dépend de ce qu'on appelle comprendre, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que nous appelons l'espace à 3 dimensions? C'est tout simplement notre espace habituel. Regardons ce paysage. Ah oui, c'est vrai. Ceci n'est pas un paysage, c'est une maquette de paysage. C'est un modèle qui symbolise un paysage réel. Ok, d'accord, c'est vrai. Ceci n'est pas non plus une maquette. C'est l'image d'une maquette en 3 dimensions. Bon, ok. C'est pas non plus l'image d'une maquette en 3 dimensions. Cette maquette n'a jamais existé. Ce que vous regardez en ce moment, c'est l'image à plat sur votre écran d'un modèle mathématique que j'ai réalisé dans la mémoire de mon ordinateur avec un logiciel 3D. C'est pas juste une façon de jouer avec les mots. C'est important de bien réaliser tout ça dès maintenant. Parce que, de la même manière, dans la suite de notre voyage quantique, nous serons sans cesse tentés de prendre des représentations abstraites pour des réalités physiques. Alors à partir de maintenant, je vais dire de nouveau paysage, mais nous sommes bien d'accord, ça n'est là qu'une facilité de langage. Dans un paysage, il y a 3 dimensions. Chacun des points de la route bleue qui traverse le paysage peut être localisé en précisant sa latitude, sa longitude et son altitude. Je vais modéliser une voiture qui avance sur cette route. Les physiciens aiment bien modéliser les choses en les simplifiant à outrance. Ça rend leurs calculs plus faciles. Alors je vais représenter ma voiture par une bille rouge. Elle parcourt la route en environ 8 secondes. Convenons que ces 8 secondes représentent 8 minutes de trajet. Ce modèle est déjà une abstraction. Mais cette abstraction est assez facilement compréhensible parce qu'elle reprend les 3 dimensions de notre espace habituel, c'est-à-dire la longueur, la largeur et la hauteur, plus celle du temps. Maintenant, je vais basculer la caméra
à la verticale de ma maquette. Dans cette position, je ne perçois plus l'altitude, sinon au moyen de quelques couleurs. Je ne perçois plus que deux dimensions, la longueur et la largeur, comme sur un plan. Alors, simplifions un peu le dessin. Il y a un terme technique pour dire ce que nous venons de faire, et nous en aurons besoin dans la suite de notre voyage. Nous avons réalisé une projection d'un espace en 3 dimensions, celui de la maquette, sur un espace en 2 dimensions, celui du plan. Puisque nous ne nous intéressons plus aux altitudes, nous pouvons maintenant utiliser l'axe vertical pour représenter autre chose. Par exemple, les temps, et nous allons modifier notre plan ainsi. De cette manière, nous représentons le fait qu'au bout de 7 minutes, la voiture a atteint le dernier virage, celui qui est situé à 5 km à l'est du point de départ. Et en faisant tourner les axes, nous voyons que ce même virage est également situé à un peu plus de 3 km au nord du point de départ. Nous voici déjà dans un espace abstrait, qui n'est plus notre espace habituel. Cet espace a toujours 3 dimensions, mais l'axe vertical ne représente plus des altitudes mesurées en kilomètres, il représente des temps mesurés en minutes. Allons maintenant plus loin encore dans l'abstraction. Nous allons maintenant parler d'un autre concept très utilisé en physique, qui est le concept de degré de liberté. Revenons brièvement à notre maquette. De combien de paramètres est-ce que j'ai besoin pour localiser ma voiture? La réponse est 3. Sa latitude, sa longitude et son altitude. Mais si je précise qu'elle ne peut pas quitter la route, dans ce cas, je n'ai plus besoin que d'un seul paramètre, à savoir la distance qu'elle a parcourue. Si je connais la géométrie exacte de la route, alors je n'ai plus besoin que d'un seul paramètre pour préciser la position de la voiture. Je suis passé de 3 degrés de liberté à un seul degré de liberté. Un seul degré de liberté, ça signifie qu'un seul paramètre utile varie au cours du temps dans cette représentation. Ce graphique est donc en 2 dimensions. C'est une surface. Il me reste une dimension que je peux utiliser pour représenter autre chose. C'est ce que je vais faire maintenant. J'ai représenté ici un ensemble, en physique on dirait un système, composé de 2 voitures. Un seul graphique me suffit pour représenter le mouvement de ces 2 voitures. Comme tout à l'heure, la première voiture, la rouge, arrive au kilomètre 12 au bout de 6 minutes. Faisons tourner un peu notre modèle 3D. Je vois apparaître l'axe qui représente les distances parcourues par la deuxième voiture. Disons qu'elle est bleue et appelons cet axe DB comme bleu. La trajectoire de la voiture bleue est représentée par le graphique qui se projette sur le plancher de mon modèle. Pendant les 2 premières minutes, on voit qu'elle n'a pas bougé. Elle est restée au kilomètre 0 de l'échelle de ces distances, ici. Ensuite, elle a accéléré et au bout de 6 minutes, elle est arrivée au kilomètre 8. Faisons tourner encore un peu notre modèle 3D. En regardant sur la face de gauche du modèle, je vois les mêmes informations mais présentées encore d'une autre manière. Je vois ici que lorsque la voiture rouge était arrivée au kilomètre 12, la bleue était au kilomètre 8. Un peu de vocabulaire qui nous resservira plus tard. Cette manière de représenter toutes les informations pertinentes sur la position des éléments d'un système s'appelle un espace de configuration. Quand 2 axes de cet espace de configuration représentent des choses qui sont indépendantes l'une de l'autre, on dit qu'ils sont orthogonaux. Attention, il y a là un petit piège que nous rencontrerons dans la suite de notre voyage. Dans notre espace habituel, l'espace 3D,
Deux axes indépendants font entre eux un angle de 90 degrés. Ce ne sera pas toujours le cas quand nous aborderons des espaces plus abstraits. Retenons donc que le mot orthogonaux signifiera en fait pour nous surtout indépendant. Enfin, quand on écrase la courbe générale en 3D sur une des faces, on dit qu'on a fait une projection de l'espace 3D sur un sous-espace 2D. C'est comme si on mettait un projecteur très loin et qu'on observait l'ombre de la courbe générale qui est tracée dans l'espace 3D sur la face 2D considérée. Que se passerait-il maintenant si on voulait mettre une troisième voiture dans notre modèle? Nous ne pouvons pas le représenter car il ne nous reste plus de dimensions disponibles dans l'espace habituel. Positionner un point avec une seule coordonnée, c'est très facile. Le faire avec deux coordonnées, c'est assez facile aussi. Avec trois coordonnées, c'est à peine plus difficile. Mais avec quatre coordonnées, on ne peut pas le faire dans notre espace habituel, qui n'a que trois dimensions. Pourtant, mathématiquement, ça n'est pas plus difficile. Il suffit d'ajouter une quatrième coordonnée dans la liste. Les mathématiciens et les ordinateurs n'ont aucune difficulté à le faire. C'est plus abstrait, on ne peut pas le représenter dans l'espace, mais ça n'est pas difficile à faire numériquement. Eh bien, c'est exactement ce genre de difficulté que nous allons rencontrer avec la physique quantique. Numériquement, ça n'est pas plus difficile à faire que de la physique classique, c'est plus abstrait, mais pas plus difficile. Les espaces à 4 dimensions sont tout à fait fascinants, mais nous n'allons pas les étudier davantage maintenant. Nous allons plutôt passer à encore une autre sorte d'abstraction. Prenons le cas de ce pendule. La trajectoire de la boule placée à son extrémité est très simple. C'est un arc de cercle. Mais je voudrais représenter quelque chose de plus subtil, à savoir deux quantités différentes. La distance parcourue par la boule, mais aussi sa vitesse à chaque endroit. Voici le résultat. Au point A, la vitesse est nulle et la position est au maximum vers la gauche. Au point B, la position est revenue au centre et la vitesse est maximale vers la droite. Au point C, la position est au maximum vers la droite et la vitesse, elle, est de nouveau nulle. Enfin, au point D, la position du pendule est revenue au zéro de notre axe des élongations et la vitesse est au maximum, mais cette fois-ci vers la gauche, donc avec une valeur négative dans notre repère. De nouveau, on pourrait parler pendant des heures des espaces de phase. C'est un sujet passionnant, mais ce n'est pas notre objectif pour l'immédiat. Notre objectif ici, c'était seulement de présenter encore une autre sorte d'espace abstrait, très utilisé par les physiciens. Mais pour faire de la physique quantique, nous allons devoir aller encore un pas plus loin dans l'abstraction. Et nous voici enfin arrivés à notre but, les espaces d'état de la mécanique quantique. Ils sont encore plus abstraits que les espaces de configuration et que les espaces de phase. En quoi sont-ils encore plus abstraits? Eh bien notamment parce qu'ils ont souvent une infinité de dimensions, mais aussi parce qu'ils sont remplis de nombres complexes. Dans ces conditions, vous imaginez bien que nous devons renoncer à les représenter avec des petits dessins. Il n'y a à cela que très peu d'exceptions. Une première exception, c'est le cas le plus simple qu'on puisse trouver en mécanique quantique, celui qu'on appelle un qubit. Vous voyez ici à quoi ressemble sa représentation graphique. Une deuxième exception, c'est un cas très simplifié de fonction d'onde, comme ici. Nous l'étudierons plus tard. Pas de panique, c'est extrêmement abstrait, mais ça n'est pas spécialement difficile. Il suffit de prendre son temps, comme nous le ferons. Et les petits dessins de Feynman, me direz-vous peut-être.
Ben non, les diagrammes de Feynman concernent encore autre chose dont nous ne parlerons que bien plus tard. Notre but pour le moment, c'était seulement d'avoir un aperçu de ce que voulaient dire De Broglie, Schrödinger et Feynman dans les citations du début de cette vidéo. Et avec ce que nous venons de voir, tout devrait commencer à s'éclairer. Alors, est-il possible ou pas de comprendre la mécanique quantique? Eh bien, tout dépend de ce qu'on veut dire par le mot comprendre. Si on veut dire par là se représenter les choses avec des objets simples qui se comportent comme on en a l'habitude dans notre espace en 3 dimensions, hélas, la prédiction de Schrödinger ne s'est toujours pas réalisée. En 2021, rien n'est redevenu compréhensible dans un espace à 3 dimensions. Dans le monde classique, on part d'une situation concrète et compréhensible avec les concepts habituels de position et de trajectoire. Puis on modélise cette situation avec des représentations abstraites afin d'effectuer des calculs et des prédictions. Dans le monde quantique, on est dans la situation inverse. On dispose des représentations abstraites qui permettent d'effectuer les calculs et les prédictions avec une très grande précision, mais ces représentations abstraites ne correspondent à rien qui existe à notre échelle. Les particules élémentaires en particulier ne se comportent ni comme des corpuscules de matière, ni comme des vagues, ni comme des cordes de guitare, ni comme rien de ce que nous connaissons à notre échelle. La seule chose qui soit compréhensible en physique quantique, ce sont donc ces représentations abstraites dont nous allons poursuivre l'étude dans les épisodes suivants. Et en 2021, tous les physiciens ont fini par renoncer à l'idée de décrire la nature en termes d'objets localisés qui se déplaceraient dans l'espace ordinaire au cours du temps. Pour conclure, nous pouvons donc dire qu'il est tout à fait possible de comprendre la mécanique quantique, mais pas avec les concepts familiers auxquels nous sommes habitués. Des millions d'années d'évolution nous ont dotés de cerveaux très performants pour anticiper le déplacement localisé d'une proie ou d'un prédateur. Mais les particules quantiques ne se comportent comme rien de ce genre. Nous allons donc devoir bousculer très sérieusement notre conception du monde si nous voulons comprendre le monde microscopique. Et c'est à cette révolution conceptuelle que nous consacrerons toute la suite de notre voyage dans les territoires quantiques.